reprendre tout doucement nos activités après ce premier débat de la matinée riche en réflexions et en remarques. Nous allons maintenant pouvoir écouter tout d'abord Gaëlle Dubois. Gaëlle Dubois qui est doctorante au Centre d'Histoire du droit et de la justice et aspirante FNRS, si je ne dis pas de bêtises, et qui va nous parler de Ces témoins silencieux, de l'art de faire parler les sources matérielles pour raconter l'histoire. Bonjour à tous, donc comme Quentin vient de le dire, je suis doctorante au Centre d'Histoire du droit et de la justice et j'ai une double formation en fait, d'une part en histoire et d'autre part en histoire de l'art et archéologie. Donc c'est avec cette double casquette que j'ai entamé il y a quelques années déjà une thèse interdisciplinaire qui porte sur les représentations de la justice en Belgique. Donc j'ai choisi d'étudier ces représentations à travers le biais d'un média spécifique, l'architecture, et d'ancrer ma recherche dans une période particulière, le 19e siècle, donc plus précisément entre 1830 et 1914. Alors pourquoi l'architecture? Pourquoi le 19e siècle? En fait, les réponses à ces deux questions sont liées. J'ai choisi le 19e siècle parce que c'est une période charnière, une période que l'on pourrait peut-être même dire de transition entre l'Ancien Régime et le monde, entre guillemets, moderne, tel qu'il apparaît après la Première Guerre mondiale. Au XIXe siècle, l'architecture était l'un des principaux vecteurs de communication entre l'institution judiciaire et le justiciable. Le palais de justice, en particulier, se présentait réellement comme l'étendard du droit et de la justice. C'est pourquoi j'ai choisi de focaliser mon étude sur le palais de justice, qui est non seulement l'objet, mais aussi la source principale de mon travail. Grosso modo, le palais de justice offre une représentation visuelle de la justice, et à travers celle-ci, j'essaie de comprendre les représentations intellectuelles de celle-ci, donc c'est-à-dire la manière dont les individus perçoivent et imaginent la justice en tant qu'institution et en tant que concept. Donc c'est plutôt percevoir et imaginer parce que je me centre sur le 19e siècle. Alors dans le cadre de cet échange, j'aimerais vous soumettre la question suivante. Comment faire parler la source matérielle, par exemple le palais de justice, et comment interpréter sa qualité de média entre institutions et population? Donc je vais expliquer un petit peu ma question. Je ne cherche pas ici évidemment une réponse technique en termes stylistiques ou iconographiques par exemple, mais je vise plutôt une approche culturelle du bâtiment ou de l'objet. Donc de quelle façon la source matérielle peut-elle témoigner d'une culture dont elle est le produit? Donc on pense bien entendu directement à la forme et à la fonction, mais il existe également une dimension sémantique qui se superpose à la forme et à la fonction, voire je dirais même qu'il est transcende, de même qu'une dimension émotionnelle. Donc c'est pour cette raison qu'un objet peut prendre différents sens en fonction des cultures au sein desquelles il est utilisé, et la fonction peut également connaître des variations en fonction des cultures. Alors le chercheur qui travaille sur les sources matérielles, il rencontre plusieurs difficultés. Premièrement, il se trouve généralement face à un objet ou un édifice qui n'est pas issu du même contexte de référence culturelle que le sien, et c'est une difficulté que rencontrent également les chercheurs qui travaillent sur les sources écrites, ceci dit. Alors compte tenu de ça, comment peut-il réussir malgré tout à capter la signification et l'émotion dont ce bâtiment ou cet objet a été chargé dans une époque différente, une ère géographique différente ou simplement par une communauté différente? Donc certains objets ou monuments, comme le palais de justice, possèdent une fonction de communication qui vise à transmettre les significations ou les émotions dont il a été investi. Donc cette fonction de communication participe à la fois de son essence et de sa raison d'être, dans le cas du palais de justice, comme l'un des principaux composants du rituel judiciaire. Donc en effet, comme le dit l'adage anglais, « Justice must not only be done, but it must be seen to be done ». Donc sans un lieu en fait, qui traduit visuellement le rituel judiciaire en l'ancrant et en l'organisant dans le temps et dans l'espace, le rite de justice ne peut pas réellement être accompli. Pendant de nombreux siècles, il a été exercé en plein air, sans aucune enveloppe solide et fixe, mais il y avait toujours un certain nombre de témoins matériels qui définissaient le lieu de justice, comme un arbre sous lequel on rendait la justice, ou une colline sur laquelle se rendaient les plaies, ou encore une barrière en bois qui délimitait l'enceinte du procès. En fait, ce sont des témoins que l'on retrouve encore aujourd'hui de manière détournée dans les salles d'audience, comme par exemple l'estrade sur lequel se trouve le bureau du président, qui rappelle en fait la colline.
Alors le palais de justice est véritablement le théâtre de la justice au sein duquel se joue une grande pièce, le procès. Et ce théâtre s'affiche d'une manière particulière dans la ville aux yeux des spectateurs, une manière qui annonce la teneur des pièces qui y sont jouées. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que 100 ans ou 150 ans après leur construction, les palais de justice communiquent toujours de la même manière avec leurs utilisateurs, qui partagent non seulement des références culturelles totalement nouvelles, mais aussi un contexte judiciaire totalement différent de celui dans lequel les palais de justice ont été construits ? Comment peut-on expliquer les réticences des magistrats et des justiciables face aux nouveaux palais de justice de la fin du XXe ou du début du XXe siècle, qui sont édifiés dans une architecture contemporaine, pourtant familière parce qu'on la retrouve partout ailleurs ? Alors, peut-on encore considérer aujourd'hui le palais de justice moderne comme un étendard, un emblème de la justice ? Est-ce qu'il a conservé sa fonction de communication malgré l'évolution de sa forme ? Donc, au-delà de toutes ces questions, se pose naturellement celle de savoir si on utilise toujours aujourd'hui l'architecture pour faire passer un message, ainsi que du rôle de cette architecture, le rôle qui lui est reconnu dans notre société contemporaine. Alors un second problème qui se pose à l'utilisateur des sources matérielles est que celles-ci lui parviennent généralement fragmentées et ou restaurées. Donc je rejoins ici ma première question. Comment peut-on réussir à percevoir la signification et l'émotionnalité d'un objet ou d'un édifice alors que celui-ci n'est pas représenté au complet, voire a été modifié depuis l'instant de sa production ? Alors en ce qui concerne les palais de justice, la plupart ont été restaurés, bien entendu, depuis le XIXe siècle, voire même ont été déjà installés à l'époque dans des bâtiments préexistants qui n'avaient pas spécialement pour vocation d'accueillir la justice. Alors l'enjeu pour ces derniers est d'abord de comprendre les changements qui ont été réalisés dans le but d'en faire des palais de justice, mais il faut également composer avec des modifications ultérieures. Alors en plus, le tissu urbain autour du palais de justice a également changé depuis le XIXe siècle, ce qui peut modifier radicalement la perception du bâtiment. Pour appréhender la signification et l'émotionnalité de ces objets incomplets ou modifiés, est-ce qu'il faut tenter de recomposer leur aspect originel en se plongeant par exemple dans les archives lorsqu'elles sont disponibles, ou est-ce qu'on pourrait examiner l'objet incomplet ou modifié en considérant celui-ci comme une étape d'un processus plutôt que comme un produit fini ? Alors enfin, le chercheur dont le travail a pour objet la source matérielle doit également compléter son observation du matériel, souvent par l'utilisation de sources iconographiques, voire même fonder complètement son étude sur l'iconographie lorsque l'objet ou le monument a disparu. On se trouve donc ici face à une représentation de la représentation. Alors comment revenir à la signification et à l'émotion originelle ? En même temps, est-ce qu'il faut nécessairement vouloir appréhender cette origine ? Est-ce que ce n'est pas un leurre de penser pouvoir l'atteindre ? Dans tous les cas, il me semble quand même important de pouvoir appréhender l'impact de l'image sur la signification et l'émotion de l'objet ou du bâtiment pour avoir le recul nécessaire à l'interprétation. Donc pour vous donner un exemple issu de ma recherche, je travaille beaucoup avec des cartes postales. Les monuments qui sont représentés sont photographiés, donc on pourrait être tenté de croire que la représentation est objective, mais en réalité, il y a une mise en scène vraiment spécifique de l'image qui oriente l'impression du spectateur et qui exerce une influence sur la représentation qu'il se fait du bâtiment illustré. Donc comment éviter, ou du moins minimiser, le biais qui est créé par cette impression sur la représentation initiale et obtenir des données objectives en sachant que ce que l'on considère comme être une donnée objective peut varier aussi en fonction des disciplines, des écoles de pensée ou des individus. Donc voilà, en gros, quelques questions que je me pose et qu'on me pose régulièrement. Donc ce sont des questions très larges qui peuvent être comprises de manière différente et par conséquent susciter des réponses différentes.
J'ai beaucoup posé de questions et j'attends pas forcément d'avoir des réponses à toutes les questions, évidemment, mais j'espère que certaines d'entre elles donc, vous auront interpellé et vont susciter le débat. Alors, le contexte de référence culturelle intervient dans beaucoup de ces questions et son investigation peut certainement faire partie de beaucoup de réponses, mais il faut également considérer certaines limites sous-jacentes, comme on en a déjà parlé un peu tantôt. Par exemple, quand on se trouve face à une série de représentations iconographiques d'un monument ou d'un objet qui sont issus de périodes ou d'horizons différents, on ne peut pas en pratique étudier en profondeur tous les contextes dans lesquels ces documents ont été produits. Il faut faire des choix et précisément mes questions se posent aussi en termes de choix. Quels sont les choix que vous feriez en fonction de votre expertise personnelle? Donc voilà, je vous remercie d'avance pour les réponses que vous m'apportez. Merci beaucoup Gaëlle pour cette présentation riche en interrogations méthodologiques et qui montre bien des relations possibles entre histoire de l'art et archéologie. Tout d'abord, Monsieur Citon, est-ce que vous souhaitez réagir? Peut-être brièvement, plus brièvement qu'avant, j'espère. Votre travail, vous l'avez situé histoire de l'art, droit, la représentation de la justice. Il me semble que vous avez très souvent, très explicitement, utilisé des références aussi au théâtre, à la mise en scène, etc. Je me demandais si vous avez regardé du côté des théories des médias, parce que il me semble que vous avez utilisé le mot quelque part. Et là, il me semble qu'il y aurait deux intuitions, trois intuitions qui peut-être pourraient que vous avez peut-être déjà eu ou déjà travaillé. Et lorsque vous avez dit que c'est seen to be done, la justice doit être seen to be done, etc. Moi, j'aime bien dire qu'il y a trois conceptions des médias. Quand on emploie le mot média en français, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Il y en a une qui serait les masses médias. Voilà, donc c'est la télévision, les journaux, on pense à la médiaticité, c'est pas les médias. Il y en a une autre qui est plus générale, qui est toutes les formes de... je vais parler de médialité, qui font quoi? Qui elles-mêmes ont trois fonctions. Soit c'est enregistrer quelque chose, on écrit, voilà, on écrit les notes qu'on prend maintenant, transmettre, et on envoie quelque chose d'écrit sous forme de lettres, ou alors on l'imprime et puis on le diffuse, donc enregistrer, transmettre, et traiter l'information. Et on peut difficilement enregistrer ou transmettre sans en même temps transformer, adapter, donc traiter l'information. Et donc première question, je vous renvoie des questions à des questions, mais qu'est-ce qu'on peut voir dans le palais de justice qui a fonction d'enregistrement, qui a fonction de transmission et qui aurait fonction de traitement? De quoi? Alors après la question, est-ce que c'est de l'information, est-ce que c'est des données, est-ce que c'est du sensible? On pourrait voir ça. Deuxième intuition, donc je disais, médias, c'est les masses médias, la médiaticité, c'est la médialité au sens très général, enregistrée, etc. Et puis, moi j'aime bien dire que c'est aussi la médiumnicité. Que tout ce que font les médias touche toujours à ce qu'on attribue ou ce qu'on attribuait aux médiums, aux chamans, à tout ce côté un petit peu magique. Et là, il me semble, vous avez parlé aussi de rituel, il me semble, où j'ai voilà, non, c'est bien ça. Que de se dire, le palais de justice, c'est un médium au sens où ça fait de la médiaticité, c'est le lieu sur le palais, sur les marches, j'imagine qu'on peut faire des déclarations, etc. C'est tout ce qu'on a dit sur la médialité, mais c'est aussi une fonction de médium, une fonction magique. Et là, je crois que dans l'histoire du droit, il y a plein de références à la divinité, il y a plein de parties du rituel, et c'est pas un hasard si dans toutes les sociétés, il y a une transcendance qui est évoquée lorsqu'on parle de droit. Et de reprendre ça du point de vue de la théorie des médias sur la médiumnicité, peut-être que ça peut faire des choses. Et dernière chose, il y a le théoricien allemand Walter Benjamin, que vous connaissez en histoire de l'art, qui, dans le petit texte que vous connaissez aussi très bien sur l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, etc., distingue deux formes d'attention-distraction. Il fait une sorte d'éloge à un certain moment de ce qu'on pourrait appeler la distraction des publics contemporains de lui, en particulier en rapport avec le cinéma. Et il contraste notre imaginaire de l'attention, qui est d'être concentré sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'être attentif? C'est être concentré sur le texte, sur le film, Et il évoque une autre forme, alors on ne sait plus s'il faut parler de distraction ou d'attention, qui serait une attention architecturale. Et en anglais, en allemand, ça marche bien, parce qu'il y a wohnen. Wohnen, c'est habiter. Et il rapproche wohnen de Gewohnheit, qui est, je crois, l'habitude. Et en français, ça marche la même chose, parce que habiter et habitude, c'est la même racine.
Et pour moi, c'est une intuition très très forte qui est que, je ne sais pas, j'imagine qu'en arrivant ici, aucun d'entre nous ne s'est cassé le nez sur la porte. Enfin, il n'y a pas de nez qui saigne. Donc on a tous été attentifs au fait qu'il y ait une porte, au fait qu'il y ait des escaliers, au fait qu'il y ait une rampe à côté des escaliers. Personne n'a glissé sur la rampe, je crois. Et en même temps, si je vous demande quelles ont été vos expériences attentionnelles des 2 dernières heures, je pense que personne nous a dit, dirait, ah, j'ai évité de me casser le nez contre la porte. C'est pas une expérience attentionnelle. Et pourtant, si on n'était pas attentif à ça, eh ben, on se trouverait le nez qui saigne tout le temps. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'attention, qu'on n'identifie pas comme attention, et qui pourtant est sous-jacente à toutes nos existences dans l'architecture, et justement de se dire, ben tiens, en quoi est-ce que le palais de justice, dans la façon dont il est construit, il conditionne, parce que c'est vraiment ça, il conditionne certaines formes de cette attention, qui est une attention de l'habitant qui doit constituer des habitudes. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas intuitif, mais qui, à partir de Benjamin, pourrait être intéressant, en se dire, bah oui, il y a la forme extérieure du palais de justice, où là, on voit bien que ça fait image, que c'est fait pour se projeter sur l'extérieur, c'est les visions de la médialité traditionnelle, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est bien de l'ordre du médium, parce que ça conditionne nos attentions, qui serait, eh ben, comment on s'oriente, comment on se repère, comment on ne se casse pas le nez contre les murs, ou alors peut-être comment le premier arrivé, qui n'a pas l'habitude du système, lui, il ne saura pas où aller, il ne pourra pas s'orienter, etc. Alors ça doit être plus difficile à documenter, j'imagine, sur des bâtiments anciens, sur des pratiques anciennes, que ce qui se ferait maintenant quand on entre dans un palais de justice, mais il me semble que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi, sur une sorte de rubrique un peu cachée de la médiation et de la médialité. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Citon, pour ce commentaire. Je propose maintenant que nous ayons, pour que nous restions à peu près dans les temps, une dizaine de minutes de débat tous ensemble avec la salle. Puis juste vous demander, lorsque vous souhaitez réagir, de rappeler en un mot votre nom et votre champ disciplinaire pour qu'on sache toujours un petit peu d'où vous parlez. C'est à vous. Est-ce que vous avez des questions ? On peut mettre les gens dans des casques et leur demander de faire ça. Un peu peut-être, je peux être coupable. C'est vrai. Et sinon, je veux bien lancer une question de débat. J'en aurais plein par rapport à ce que tu as dit. Moi, simplement pour lancer, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu as parlé de la question de l'émotion, qu'est-ce que l'architecture transmet par rapport à l'émotion. Tu as aussi utilisé, je trouve, un très joli mot qu'on n'utilise pas souvent en histoire, c'est le mot de témoin. Tu parlais de tes sources comme étant des témoins. Et du coup, la question que j'avais envie de te poser, c'est finalement toi, par rapport à ces témoins, quelles sont les émotions que tu peux ressentir, si tu en ressens, par rapport... Parce qu'après tout, on n'est pas totalement objectif et on ressent quelque chose face à nos objets de recherche. Et justement, c'est toute la difficulté de la question, parce que les palais de justice ont été faits, justement, conçus pour susciter une émotion. Et c'est pour ça que je posais ici cette question, c'est de faire la différence entre mon émotion et soit celle qui a été conçue, enfin ce qu'on a voulu faire passer à travers lui, et ce qui a aussi été reçu. Donc, je ne sais pas comment répondre à ta question, parce qu'en même temps, ce serait quelque chose de très personnel de dire, je veux dire, qui n'aurait pas forcément, je ne sais pas si ça aurait vraiment un intérêt scientifique, mais... si je peux, ouais. Donc, je suis historienne de l'art et je fais une thèse aussi en histoire à Lille, et je travaille sur une maquette qui représente Lille au XVIIe siècle. Et cette question de l'émotion, j'y suis tout le temps confrontée, par l'émotion que l'objet suscite sur moi, parce que c'est difficile d'être en effet tout à fait objectif quand on est face à un objet aussi qui est assez fort en fait, et qui a vraiment il est très séduisant, il est très attractif, c'est difficile de ne pas se perdre dans les détails, de ne pas être en admiration dans le savoir-faire, voilà. Face aussi à l'admiration des autres personnes qui peuvent être avec moi, que ce soit du grand public ou même les restauratrices, etc., les conservatrices, qui sont aussi en admiration dans l'objet, et en même temps, le grand public qui peut avoir des projections aussi sur cet objet qui sont en même temps très contemporaines. Et à un moment, de réussir à faire la distance, de se dire, ok, mais à l'époque de la construction,
qu'est-ce que cet objet pouvait susciter, et la difficulté des sources, puisque c'est un objet du XVIIIe siècle, donc on a quelques témoignages, mais en même temps c'est des objets secrets, donc on n'a pas non plus énormément de sources écrites pour décrire les émotions que pouvait susciter cet objet. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant, on sent que c'est quand même un potentiel de cet objet qui est difficile de ne pas aborder quand on parle de cet objet. Je pourrais dire, dans ma thèse, je ne parle pas de ça, je parle que de la manière dont c'est construit et d'histoire assez actuelle, on va dire, mais ce serait passé complètement à côté de l'objet de ne pas parler de l'émotion que cet objet suscite. Et en même temps, c'est extrêmement difficile de pouvoir dire, ok, est-ce que cette émotion était voulue par les constructeurs? Est-ce que ce qu'ils voulaient transmettre est bien ce qui a été transmis à l'époque? Et est-ce que ce qui était transmis à l'époque est toujours ce qui est transmis aujourd'hui? Et c'est extrêmement compliqué, en effet. Et sachant que c'est des objets qui ont en plus une histoire assez mouvementée, donc on peut imaginer qu'il y a eu des variations. Et la question, quand tu parlais de l'objet qui est fragmenté, c'est aussi ça, c'est... là, la maquette sur laquelle je travaille est fort abîmée, donc évidemment l'impression est différente, le passage du temps avec ça a perdu des couleurs. Donc, quand maintenant on voit une maquette qui est récente, elle nous paraît affreusement criarde, on se dit « Ah non, c'est affreux, elle est toute verte », mais à l'époque elle était verte, c'est juste que maintenant elle a perdu sa couleur, donc elle est devenue jaune, mais à l'époque ça devait être un peu criard, mais c'était voulu. Donc c'est toute la question aussi avec notre culture, comment on reçoit cet objet, et qui nous plairait peut-être moins si c'était l'objet de l'époque, mais c'est extrêmement complexe et en même temps c'est intéressant, et ça pose aussi des questions aujourd'hui sur la manière de présenter les maquettes. Est-ce qu'on les présente verticalement, horizontalement? L'effet est tout à fait différent et c'est passionnant, mais en même temps c'est complexe. Et ça rejoint ce qu'on disait ce matin, ça devient presque des questions de sociologie, d'anthropologie, etc. et sur lesquelles moi je ne suis pas nécessairement armée pour répondre à ces questions, mais c'est difficile. Je ne peux pas faire l'impasse de ces questions-là. Enfin, c'est essentiel. Oui. Antoine? Oui, Antoine Ramblay, donc chargé de recherche FNRS. En fait, en t'écoutant, j'ai pensé à plusieurs choses. D'abord, et en écoutant la discussion autour de l'émotion, je pense que pour qu'il y ait l'émotion, il faut qu'il y ait l'expérience. Alors, est-ce que tu as expérimenté le palais de justice? J'ai envie de dire, est-ce que tu étais rendu lors d'un procès dans une salle d'audience, à la fois une que tu pourras étudier, mais un peu essayer de retrouver les ambiances d'antan. Mais aussi, j'ai envie de dire, un palais de justice ultra contemporain, j'ai envie de dire. Ça, c'est une première question, et qui m'a aussi amené dans la réflexion. En t'écoutant, je viens d'une petite ville, enfin de Oui, pour les Belges, tout le monde sait, j'espère, on sait. Vous ne savez pas, allez-y. Une petite ville, et en fait, il y a un palais de justice moderne qui doit avoir 20, 30 ans, quelque chose comme ça. J'ai grandi de l'autre côté de la rive de la Meuse, où on voit le palais de justice juste en face. Et je viens seulement de comprendre en fait que l'architecture est assez moderne. C'est un bâtiment tout en longueur avec 2 annexes qui s'avancent. Et ces 2 annexes, donc les étages, il y en a un qui est construit un peu plus bas, une qui était construite un peu plus basse que l'autre. Alors bon, évidemment, je me suis dit peut-être qu'il n'y avait pas assez de budget pour élever un étage. Et je viens de me rendre compte en regardant le fauteuil ici pendant que tu parlais, je me suis dit, mais finalement, quand on regarde bien de face, c'est le symbole de la balance avec de la balance en fait de la justice. Donc il y a encore de la symbolique, je pense. Alors c'est peut-être une pure interprétation personnelle, et qu'en réalité la vraie raison c'était qu'elle n'avait plus assez de budget. Bon, c'est tout à fait possible. Mais donc je pense qu'il y a encore de la symbolique évidemment dans les lieux de justice. Et donc voilà, ma question c'est est-ce que tu les as expérimentés pour est-ce que le cas échéant tu as eu cette émotion éventuellement dans ces lieux? Alors pour répondre à ta question, oui. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter encore tous les palais de justice de Belgique, même si en principe c'est prévu. Mais je me suis déjà rendue dans certains d'entre eux, comme par exemple à Liège, à Bruxelles et à Gand. Donc c'est les plus gros en fait. Et j'ai déjà aussi assisté à un procès d'assises au palais de justice de Namur. Et c'est vrai que l'impression qu'on peut avoir quand on se promène dans le palais de justice en tant que visiteur, et quand on assiste véritablement à un procès d'assises, donc au rituel de la justice finalement, est aussi très différente. Et là-dedans, par rapport à ça, je voudrais ressortir une question que Quentin m'avait posée comme commentaire à mon texte, mais que je n'ai pas su intégrer pour que ça ne soit pas trop long. Mais tu avais soumis la question des représentations et de l'émotion que pouvaient ressentir les différents acteurs en fait qui côtoient le palais de justice,
qui le visitent. Et effectivement, je pense que si on est magistrat, prévenu ou visiteur, ça ne doit pas du tout être pareil. Et donc, forcément, là, on rejoint un petit peu aussi les questions qu'on posait hier à la table ronde. Notre point de vue est finalement toujours biaisé et on ne sait pas vraiment faire contre, finalement. Et là, je dois juste rajouter 2 phrases. La première, pour moi, c'est très... Alors c'est un postulat, c'est peut-être complètement faux, mais de dire que notre corps en sait toujours plus que nous. Ça, c'est vrai. Que notre corps en sait toujours plus que nous, et donc les intuitions, les ressentis, les petites angoisses, les exaltations qu'on peut avoir, même si on n'a pas du tout les moyens d'en rendre compte, il y a quelque chose. Et donc d'avoir confiance à ça, dans le ressenti, l'intuition, et en même temps de savoir qu'il y a une vérité du ressenti et qu'il y a une historicité du ressenti. C'est pas parce que moi je ressens ça lorsque je vais au palais de justice aujourd'hui que quelqu'un au 19e siècle aura ressenti ça. Et en plus, le quelqu'un, il n'existe pas. Le quelqu'un, soit c'est un prévenu, soit c'est un policier, soit c'est un juge. Donc c'est pas parce que je ressens quelque chose que tout le monde ressentira la même chose. Mais c'est pas impossible non plus que ce que je ressens des autres les ressentis. Et après, justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'histoire, c'est pour ça qu'on a besoin de critique, de se dire, tiens, dans ce que je ressens, comment est-ce que je peux essayer de faire la part de ce qui est propre à mon époque, à ma classe sociale, etc. ou pas. Mais de se dire, a priori, que si je ressens quelque chose, il y a quelque chose. Et ça, il me semble que c'est vraiment important, justement, au lieu de se dire, ah non, c'est de l'émotion, c'est pas objectif, donc ça n'a pas sa place dans la thèse, donc ça, on le laisse en dehors, etc. Non, alors ça n'a peut-être pas sa place sous cette forme, mais ça nourrit. Il n'y a que ça, il me semble, qui peut nourrir une thèse, et donc se dire, accueillons-le avec précaution, mais accueillons-le, et après regardons comment le traiter. Ça me semble vraiment central. Tout à fait. Mais c'est vrai que la deuxième partie de votre phrase est aussi super importante. Regardons comment le traiter, parce que mettre l'émotion dans sa thèse, finalement, c'est pas évident. Hein. Non, il n'a pas sa place, quoi. À mon avis, c'est pas lieu. Mais comment en rendre compte, du coup, d'une manière, je veux dire, scientifique, c'est aussi toute une question. Oui. Donc, vous êtes assistant des FNRS, et dans quelle commission vous avez déposé votre dossier? Alors, j'ai déposé mon dossier en histoire, donc c'est histoire archéologique. C'est ça. C'est codé, donc c'est histoire de l'art qui inclut les deux. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas été confronté, en fait, à devoir choisir. Ah oui, non, j'ai pas dû, effectivement. Et vous-même, vous vous souvenez comment vous avez positionné votre dossier? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que votre projet. Oui. Votre projet, vous l'avez positionné en termes de, voilà, je vais apporter quelque chose à l'histoire du droit, je vais apporter quelque chose à l'histoire du droit et de la justice, à l'histoire de l'art, les deux à la fois, enfin, voilà, Alors, j'ai plutôt pris, a priori, le parti de l'histoire, parce que, en plus, par rapport à ma double formation, moi, je suis plus spécifique archéologue, en fait. J'ai directement fait le master, et donc, je veux dire, au niveau de l'histoire de l'architecture, je n'avais pas une connaissance très très développée non plus, donc j'ai préféré garder le point de vue de l'historien, plutôt orienté vers ce qu'on peut appeler, je sais pas, oui, l'histoire des mentalités et évidemment l'histoire de la justice. Mais effectivement, l'histoire de l'architecture vient vraiment nourrir la réflexion, parce que forcément, je ne peux pas passer à côté, en fait. Même si je garde effectivement le point de vue de l'historien, et j'utilise d'ailleurs un grand nombre de sources écrites. Quand même. Mes sources principales sont quand même des sources écrites. Et donc vous avez l'impression, je poursuis l'interrogatoire, je vous en prie. Pour voir un peu quelle est l'émotion qui va sortir. Non, mais c'est pour essayer d'interroger vraiment le caractère quand même interdisciplinaire de votre formation par rapport au projet de recherche que vous avez choisi d'explorer. C'est ça, en fait, c'est l'articulation des deux qui m'intéresse, et par rapport surtout, non seulement le projet, mais le fond scientifique. Parce que tout à l'heure, tu suggérais qu'il faut avoir peut-être avoir une position un peu stratégique. Bon, c'est ce que vous avez adopté. Mais la position stratégique, souvent, il me semble en tout cas, plutôt formuler les choses comme ça, elle doit nourrir le projet, enfin l'hypothèse scientifique. Parce qu'autrement, je pense que ça ne tient pas. Absolument. Et donc, je veux dire qu'une difficulté à laquelle on est confronté, si on doit choisir entre des disciplines, peut être retournée en bénéfice, plus même qu'un avantage, vraiment en bénéfice scientifique,
pour le projet. C'est-à-dire que je dois choisir, mais donc ça veut dire profondément qu'est-ce que je vais faire, à quoi je vais apporter quelque chose, à quoi. Et donc c'est pour, voilà, c'est. Et ça évite aussi de se perdre de trop, justement, parce que tantôt, je ne sais plus qui a abordé la question, mais disait ah oui, je suis interdisciplinaire, mais du coup, ah oui, c'était avec l'histoire du livre. Parfois, je me retrouve dans des études d'histoire du livre, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai connu aussi un peu ce problème avec l'histoire de l'architecture, parce que c'est aussi quelque chose qui bouge pendant le projet. Ben, parfois, on est un peu plus d'un côté et un petit peu plus de l'autre. Et à un moment, mais je me suis vraiment très fort engouffrée, on va dire, dans l'histoire de l'architecture. J'ai appris plein de choses, mais j'ai appris aussi des choses qui m'ont permis de dire non, c'est mieux que je garde le point de vue de l'historien, parce que je m'éloigne de trop, justement, là, par rapport à votre projet et à votre hypothèse. C'est ça, tout à fait. Voilà. Je pense que ça, c'est très important comme élément. L'interdisciplinarité, c'est aussi faire des choix. Oui, tout à fait. Pas seulement institutionnels, mais des choix scientifiques. Pour garder le chemin, non pas dans une discipline ou l'autre, mais ce qui va permettre le chemin qui va permettre peut-être de les transcender, ces disciplines, et d'ouvrir un nouveau chemin. C'est ça. Mais c'est à cette condition-là. Tout à fait, et de vraiment baliser un chemin, parce que quand on travaille déjà dans une seule discipline, on a déjà plein de possibilités qui sont offertes à nous quand on commence une thèse, mais forcément quand on en travaille sur plusieurs, ça multiplie encore plus le champ des possibles, et donc c'est vraiment important de faire ces choix-là pour essayer de maintenir un chemin et pas trop s'éparpiller en fait. Après avoir fait un petit tour quand même. Oui, voilà, pour voir ce qu'il y a. C'est bien d'aller